Mesdames et messieurs, nous vous retrouvons encore une fois de plus dans le cadre de notre émission Afro-Lumière et nous sommes toujours contents de vous savoir très nombreux devant vos petits écrans pour suivre la lumière des ancêtres à travers cette émission consacrée non seulement au culte des ancêtres, mais aussi à la culture africaine. Et comme nous vous l'avions promis la fois passée, lors de notre dernière émission, nous venons encore une fois repêcher l'ancêtre Amasu Baba Kinkela pour lui poser les mêmes questions parce que vous vous rendez compte que la fois passée, on n'a pas fini avec la gamme de questions qui étaient à notre disposition. Nous avions été trahis par le temps et donc le temps de la télévision est toujours calculé. Et donc aujourd'hui, nous le ramenons ici pour aborder avec lui aujourd'hui la question de l'anthropologie comparée. Et donc, la question de l'anthropologie comparée, simplement parce que c'est quelqu'un qui a vécu presque dans tous les pays du monde, enfin, dans tous les continents, allais-je dire. Il a été en Russie, il a beaucoup vécu en Europe. L'Afrique, c'est le continent de ses origines. Aujourd'hui, il est en Asie. Et donc, avec l'expérience qu'il a, parce que le voyage se présente aussi être comme l'une des plus grandes universités du monde, et nous croyons très sincèrement qu'il pourra détenir quelque chose et qui pourra nous être utile dans le cadre de la lumière que nous désirons bien vous apporter. Et donc, Yemotep, Ankh Oudja Seneb. alors, ancêtre, aujourd'hui, nous avons promis à nos nombreux téléspectateurs qu'il fallait vous repêcher pour partager avec vous au sujet non seulement de la culture, mais aussi du culte des ancêtres. Mais nous voudrions un peu exploiter votre séjour à travers le monde dans tous les continents. Alors, aujourd'hui, nous voulons aborder cette question de l'anthropologie comparée. Et la première question sera celle-ci. De tous les continents que vous aviez visités, quel est ce continent qui peut non pas nous servir de repère, mais quel est ce continent qui, si vous semble, peut nous paraître utile, non pas à copier, mais plus ou moins à imiter. Parce que la fois passée, on s'est rendu compte que l'Afrique était nulle part. Alors aujourd'hui, à défaut de copier la culture des autres, mais on peut quand même imiter. Alors de tous les continents visités, nous pouvons bien travailler avec quel peuple? Et il faut ici commencer par faire la différence entre continent et culture. Ok? Et le continent est un lieu d'habitation. La culture, c'est la vérité d'une personne, c'est son authenticité. La culture, c'est ta vérité. La culture, c'est ta vérité. Quand on dit vérité, c'est ta culture. C'est ce que tu es. C'est ta vérité la plus sublime. Vérité signifie aussi lumière. Vérité et lumière. Donc la culture, c'est ta lumière. Il n'y a pas d'issue. Dans les temps antiques, nous avons partagé cette lumière. Il y a des peuples avec lesquels nous nous sommes retrouvés au cercle au milieu duquel il y avait un grand feu. Et aujourd'hui, nous avons perdu beaucoup. Mais nous pouvons nous retrouver dans ce qu'on appelle la Renaissance. Quand il y a une Renaissance, prenons exemple la Renaissance arabe, la Renaissance disons, européenne, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés aux origines de l'histoire. Et l'origine de l'histoire indique à coup sûr l'Égypte antique. Ils ont étudié l'Égypte antique. Bien entendu, l'Égypte antique n'était pas les seuls éléments à étudier du point de vue anthropologique, archéologique, historique, linguistique. Mais il y avait aussi ce qu'on appelle les vivres, les savoir-vivre. Des peuples bien définis ont été étudiés. Okay? Par exemple, le monde occidental a utilisé les peuples coptes pour étudier les manières de vivance des vivres. Et le monde arabe a été détruit parce que le monde arabe est passé à travers en disant le monde arabe est né de la destruction propagée par Alexandre le Grand
dans ce qu'on appelait l'Acadie, le monde acadien, les Babyloniens, disons, les Acadiens babyloniens. Ils sont allés à travers les musées, ils ont recherché dans les bibliothèques, ils ont reconstruit, ils ont retrouvé une origine, une source d'inspiration. Okay? Et cette source d'inspiration a été adaptée. De la même manière que quand les Hellènes viennent en Égypte, ils ne sont pas rentrés en Europe en portant les vêtements égyptiens. Ils ont rapporté les sciences. Ils ont rapporté les sciences égyptiennes, les savoirs égyptiens pour donner, alimenter un fait culturel dont ils possédaient déjà. La même chose à travers l'Europe. Aujourd'hui, nous avons besoin des sciences. Nous sommes dans un monde longuement avancé. Nous avons besoin des sciences. Mais quand je dis sciences ici, je ne parle pas de l'université. Je parle ici des sciences en termes de savoir. Et en ce terme-là, il y a des peuples avec lesquels nous partageons la même lumière culturelle. Par exemple, les peuples arabes. Quand nous observons les cultures, je ne suis pas en train de parler de la religion. Faites très attention. Nous devons naviguer cette dimension ici en faisant très attention à ne pas tomber dans les tautologies et dans les dynamismes conflictuels usuels dans lesquels nous sommes habitués. Je suis en train de parler de l'approche culturelle. Je ne parle pas des grands centres culturels, je ne parle pas des grands centres religieux islamiques comme les villes de l'Arabie Saoudite. Je ne parle pas de la Mecque, je ne parle pas de Médine, mais je parle de la culture parce que les peuples arabes étaient arabes avant l'arrivée de l'islam. Dans cette culture-là, nous avons plusieurs éléments de coutume. Par exemple, la manière dont les rituels des morts, ce qu'on appelle le deuil, est célébré. Les rituels de mariage est célébré. La manière dont, par exemple, on vit en famille. La cour dans laquelle on vit. Les mêmes éléments sont là. Et je pense que les peuples arabes ont beaucoup plus, du point de vue culturel, à offrir, où nous avons plus à nous inspirer que, par exemple, les peuples les occidentaux sont à l'opposé du point de vue culturel, des dynamiques culturelles. Les peuples africains, les Indiens sont pratiquement sur notre dimension. Nous n'avons pas d'affinité culturelle de ce point de vue-là. Nous n'avons pas d'aisance. Là, nous tomberons dans une imitation servile, sans solution. Mais à travers les cultures arabes, nous trouvons des gens, parce que par exemple, vous allez voir que chez les Arabes, vous avez des Noirs. Il y a des peuples noirs dans le même peuple. Comme vous avez les peuples berbères, il y a beaucoup de peuples noirs qui ne sont pas arrivés là par l'esclavage, qui ont toujours été là. C'est-à-dire, il existe un échange. C'est pourquoi l'Afrique de l'Ouest est facilement musulmane. Pourquoi? Parce que l'Afrique de l'Ouest trouve dans le corpus islamique des éléments qui sont déjà présents dans leur propre culture. Il y a dans le corpus culturel des éléments propres à leur culture. Et donc, l'Africain de l'Ouest trouve même dans la religion islamique un élément de cousinage. C'est pourquoi il lui est facile, parce qu'elle respecte et elle intègre les dynamiques culturelles dans lesquelles il est vécu. C'est comme si on se retrouvait demain à trouver avec des peuples qui parlent une langue qui a 50% qui est Congo. On va se dire qu'on est cousins. Tout de suite. C'est la même chose, c'est le même dynamisme. Et la question que quelqu'un me dirait, mais pourquoi l'Afrique de l'Ouest, qui lui est des profils musulmans, est dans la même panier de la pauvreté africaine? C'est une question légitime qui sortirait. La réponse est la suivante. La dynamisme n'est plus resté, l'accent sur le dynamisme africain et culturel et arabe est resté seulement sur le plan religieux. Le même modèle que nous avons en Afrique centrale avec la religion chrétienne, c'est le même modèle qui est fait chez l'Afrique de l'Ouest avec la religion musulmane. Il n'y a pas un mouvement d'intérêt culturel. Le mouvement s'est arrêté sur le plan religieux. Et nous devons faire cet effort d'aller au-delà, de nous construire, d'avoir des centres de recherche linguistique, culturelle, parce que tout le monde en a. Nous sommes la seule race qui n'a pas un centre de recherche culturelle linguistique, sauf peut-être en Éthiopie.
Nous n'avons pas ces éléments-là. Et nous devons nous construire, nous approprier, dire que ça, c'est les nôtres. À partir d'aujourd'hui, ça, c'est les nôtres. C'est comme ça que nous nous reconnaissons. C'est comme ça que nous nous définissons. Et à ce moment-là, nous serons en plein dans un positionnement ou dans un chemin qui peut nous porter vraiment vers le développement. Mais quand on parle du développement, ce n'est jamais le développement de building, ça c'est pas ça, c'est une conséquence, une projection du développement personnel. Le développement est toujours celui de la personne. C'est la personne qui doit être développée, non un territoire. Mesdames, Messieurs, vous venez là de suivre la réponse d'Amassouba Bakinkela par rapport à notre première question. Et là, je me dois absolument d'enchaîner pour lui demander de s'ouvrir beaucoup plus complètement. Qu'est-ce que nous pouvons nous approprier? Devons-nous absolument déterrer notre culture fondamentale, notre propre authenticité, ou sommes-nous dans l'obligation, en quelque sorte, de fouiller aussi ailleurs? Est-ce que je ne parlerai pas du syncrétisme, mais je parlerai des apports des autres? L'Europe peut nous inspirer par rapport à quoi, par exemple? L'Asie dans laquelle vous vivez aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons tirer? Et l'Afrique de vos origines, devons-nous tout prendre à l'aveuglette ou devons-nous recourir à ce qui est important et rejeter ce qui l'est le moins? On ne refait pas la roue pour le bola. Ce dont nous sommes en train de parler, ce n'est pas du tic au tac. Ce n'est pas on se met là, on dit nous allons prendre ça, ça, ça. Et ça, c'est une erreur. Il doit y avoir un intérêt sur des études. Regarde, la langue française, elle est encore étudiée aujourd'hui, dans le sens où on continue à faire des études sur la langue française. Il y a des mots qui sortent chaque jour. Il y a un département de la langue française qui étudie la langue française. Les dictionnaires sont ajournés. Vous savez, depuis que la langue française a été créée ou mis sur route, combien de séries de dictionnaires ont été créées? Et elles continuent. On ne peut pas prendre des décisions, dire voilà, nous allons... Non, non, non. Ce qu'on doit faire, on doit rentrer de la dynamique de la recherche littéraire, dans notre cas ici, recherche littéraire anthropologique, et créer un point de pouvoir. Ce que nous devons prendre par les autres, mais nous devons les étudier, nous ne pouvons pas décider comme ça à l'aveuglette. Ce que nous pouvons prendre de l'Europe, ben, nous avons déjà tout pris de l'Europe. C'est ce qui nous a créé la pauvreté dans laquelle nous sommes aujourd'hui. OK? Donc, nous savons que nous ne pouvons pas prendre tous les autres. Nous avons déjà souffert les conséquences de cela. Mais quand même, quand nous allons évoluer, nous n'allons pas tout rejeter non plus. Moi, j'ai apprécié beaucoup le respect du temps, par exemple. Chez les Européens, quand ils te disent que rendez-vous à telle heure, eh bien, vous vous rencontrez à telle heure. Dépasser 15 minutes et le rendez-vous est reporté. Ce sont là quand même des petits éléments qu'il faudrait absolument considérer. Non, donc, ça, ce n'est pas une question française ou... Non, c'est une question de se prendre au sérieux. C'est une question de sérieuxité. C'est une question de sérieuxté. Quand vous allez en France, vous attendez les trains prennent 1 heure de temps, 30 minutes pour arriver. Quand vous allez au Japon, les trains arrivent à l'heure. Okay? Quand vous allez au Japon, en France, les gens revendiquent, font des manifestations parce que les salaires, ceci, ont été abaissés, voilà. Quand vous allez au Japon, les travailleurs, les chauffeurs du train, quand il arrive le matin, ils commencent par s'incliner devant son train avant de rentrer. Il faut créer, ce qu'il faut créer, il faut créer des paramètres d'excellence et de pauvreté. Pourquoi un Français, comme tu dis, quand vous lui donnez rendez-vous à 15h, il est à 15h. Parce qu'il veut être vu comme quelqu'un d'excellent. Ces paramètres-là, dans un peuple déchu, n'existaient pas. Donc, un
Congolais, disons en référence, qui arrive au rendez-vous à 7h, à 7h ou qui arrive à 15h, il y a grande et aucune différence. On fait les fêtes, on dit 15h, tout le monde vient à 19h, c'est normal. Il n'y a pas un paramètre d'excellence. Alors, pour recréer ces paramètres, tous ces paramètres-là d'excellence, parce que vous vous rendez compte que nous essayons un peu de vous interviewer ici, mon frère, puisqu'on considère que vous êtes l'un des leaders kémites. Et donc, puisque vous êtes l'un d'entre eux, on est... Dans les leaders sémites, ce sont les autres, ce sont les Kémi Séba, les Kwazulu. Moi, je ne suis modestement qu'un philosophe kémite, pas un leader. Les leaders sont là, on les connaît bien. Il ne faut pas les offenser parce qu'ils vont m'attaquer, ils vont m'insulter demain. Non, non, nous apprécions ton humilité, mais ceux qui vous connaissent déjà, quand bien même tu t'es recroquevillé dans cette humilité. Mais le plus important pour nous ici, c'est d'avoir quelque chose, d'avoir un autre son de cloche, de recueillir un peu votre philosophie, s'il est permis d'utiliser les mots que tu préfères, la philosophie politique, la conception des choses. Donc, si à partir du moment où vous avez voyagé à travers le monde, il va sans dire que vous détenez une certaine expérience. Alors, maintenant, pour l'Afrique déchue, moi je suis ici, chez vous, à Sharjah. Ce que j'ai vu, c'est du jamais vu. Du jamais vu. Alors, vous avez vécu avec ces gens. On peut se dire, on peut vous poser la question tout bonnement. Que pensez-vous? Qu'est-ce qui manque chez nous que vous avez découvert ici, que nous devons apporter pour nous permettre de nous remettre sur le rail du mouvement de l'histoire? Lesquels, c'est tout ce qu'on vous demande. Qu'est-ce que vous pouvez retenir? Qu'est-ce que vous avez vu à travers le monde? Qu'est-ce qui nous manque? Quel est le point par lequel nous devons commencer par attaquer? Le mental africain est déjà vétuste. Vous ne pouvez pas nous dire un petit mot là-dessus? Je vous en prie. Je reviendrai sur la même thèse. Le travail avait déjà été commencé, mais abandonné. Ce n'est pas un travail qu'on doit commencer. On ne va pas réinventer la roue. Les recours à l'authenticité avaient été commencés au XVIIIe siècle par Kimpavinta, avec le nom de Prima Curia. Elle est descendue, elle est passée par plusieurs personnalités, pour ne pas dire qu'il y avait personne, on arrivait à Kimbangu. Et ce travail a été détourné. Ça, c'est au Congo. Oui. Et on a continué jusqu'à mon Marshal Mobutu revient avec les recours à l'authenticité. Et c'était les dernières personnes qui s'en ont occupé. Cette machine-là existe, cette possibilité existe. Il faut du travail. Il faut du travail. Il faut du temps. Il faut comprendre que pour nous reprendre, nous devons avoir un minimum de temps de calcul sur 500 ans. 500 ans? Ah oui, un minimum de travail sur 500 ans, il faut coter les générations. Il faut créer ce dynamisme-là. Il faut calculer les temps. Il faut préparer les temps. Quand les Occidentaux ont tué les colonels Kadhafi et ont pendu Saddam Hussein, personne ne pouvait s'imaginer. C'était pour contrecarrer dans les futurs l'attaque sur la Palestine. Parce qu'ils avaient lors compris, ils savaient que si un jour ils attaquaient la Palestine et que Saddam Hussein était encore vivant, il n'écouterait personne, il enverrait les troupes. Que Kadhafi n'aurait supporté cela même pendant pas des minutes, il enverrait les troupes tout de suite. Donc c'est à cette époque-là que personne ne pouvait réaliser cela. C'est-à-dire, les autres planifient sur 100 ans, 200 ans, 300 ans. Il nous faut arriver à ce niveau-là. Donc, il nous faut imaginer le futur, donc la planification. Il faut vous poser les questions. L'Africain, dans 100 ans, comment on le veut? On définit cela. Et puis maintenant, nous allons créer un chantier culturel, un sentier anthropologique, un sentier linguistique, un sentier scientifique d'accomplissement. Il faut sortir de cette dynamique où, ah non, non, ça doit être pour moi. C'est ça. Chacun est découragé parce qu'il veut lui bénéficier.
Il devait lui bénéficier. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Nous devons raisonner en termes de temps. Nous devons, les maréchals ont lancé des... Pourquoi ça change? Pourquoi une des erreurs, une des défaites du maréchal? C'est parce que les Congolais pensaient que Mobutu allait transformer les Zaïre en France. Dans 3 ans. Ce n'est pas ça. Là, vous avez la France à combien d'années? Vous voulez un peu aller un peu voir à travers Google la France après 40 ans d'histoire, à quoi elle ressemblait. Il faut aller voir la France après 100 ans d'histoire, 100 ans d'histoire, à quoi elle ressemblait. En France, en Italie, en Belgique, l'électricité dans les maisons sont arrivées très tardivement. OK? Dans les années, par exemple, les 40. OK? Il y avait encore les liminaires. Les gens qui sont nés en France, et à part l'aristocratie, le peuple normal, dans les années 50, les années 60 en France, en Italie, il n'y avait pas d'électricité dans les maisons. Il n'y avait pas l'eau des robinets chez eux. Parlons des Congolais zaïrois. Ils sont nés dans les années 70 avec l'eau dans les robinets dans les maisons. C'est-à-dire, si on doit considérer de manière véritière les parcours historiques, quand les Zaïre est né, il avait une avancée incroyable sur la France. Il y avait déjà l'électricité. Il y avait à toutes les personnes. Ce n'était pas réservé à la famille présidentielle. Il y avait l'eau. La France a mis plus des centaines d'années. Et les gens voulaient que Mobutu, on devienne en France dans 2 minutes comme ça. Pourquoi? Pas de force mentale. Manque de force mentale. Il faut planifier. Et nous avons loupé une grande chance. À l'époque du maréchal, nous allons discuter sur une autre opportunité, mais nous allons rentrer sur les points. Il faut planifier. Il faut ouvrir des grands chantiers. Des grands chantiers littéraires. Grands chantiers littéraires. Des grands chantiers anthropologiques, archéologiques, historiques et linguistiques. Grand chantier littéraire, grand chantier anthropologique, grand chantier linguistique. Alors, maintenant, pouvez-vous nous donner une idée du chantier anthropologique, par exemple? Ça peut être quoi? L'étude des mythes. Mfumuki, de Monantib nous a présenté un mythe. Un mythe de Nzalampanda. Okay? On nous prononce à Congo. Mais il est seul. On ne fait pas nous faire croire qu'il y avait un panthéon. Il faut sortir de cette idée d'idée unique. Il faut sortir de ça. Les panthéons, où sont les autres divinités? Ils sont comment? Il faut les étudier. Ils ont une histoire. Dans toutes les cultures, les divinités se sont mariées avec les êtres humains, ont produit des enfants. OK? Dans la mythologie grecque, nous avons Zeus, nous avons Achille. OK? Nous avons dans toutes les mythologies cette référence. Où sont les enfants des divinités dans la mythologie? Ça, c'est une étude anthropologique. L'étude du sacré. Ici, quand on dit l'étude du sacré et du mythe, ça redonne des références très importantes. Et ça constitue une base d'études. Quand vous allez en Europe, vous étudiez les humanités littéraires, disons les littéraires à l'école, vous étudiez les mythes. Attends un peu, Baba. En quoi est-ce que la notion du Dieu unique, du monothéisme peut-il constituer un frein pour le développement? Essayez un peu d'être clair là-dessus. Vous n'avez qu'à regarder chez vous et regarder chez les Européens. Okay? On vous dit, il y a, comment vous appelez, Jéhovah? Oui. Okay? Yahvé. Et puis, il y a Zeus. Il y a Apollon. Il y a Achille. Il y a des divinités. Est-ce que les Européens vénèrent tous ces dieux jusqu'à ce jour? Visiblement, ils ne vénèrent qu'il y avait. Non. Non. Ils vénèrent les sciences qui ont une évolution. Ils ne vénèrent pas Yahvé. Ils ne vénèrent pas Yahvé. Non, ils vénèrent les sciences. Qui vénère Yahvé? L'Église catholique. L'Église catholique est une organisation économique. C'est une organisation du pouvoir.
Qui vénère? On vénère les sciences. On vénère les sciences. C'est quoi la vénération? Ici, il part dans l'ensemble de la sacralisation. Pas vénérer pour parler, mais on est concentré sur les sciences. Et pas vénérer, on prie pas les sciences, mais on est concentré sur les sciences. Mais ces sciences-là viennent d'où? Du monde alchimique. Et qu'est-ce que l'alchimique a des, ce qu'on dit, une expressivité qui rentre dans le mythe. Les différentes forces de la nature sont personnifiées à travers le mythe et données des connotations. Par exemple, vous avez Shango. Quand vous appelez ça à Kinshasa, comment vous appelez le nouveau quartier à Kinshasa? Le quartier Ce qui était une Chango. Chango. Quand vous regardez, vous rentrez dans la linguistique, vous allez voir que Chango, T-C-H, ok? Dans la perception du linguistique de l'Afrique de l'Ouest, c'est S-C-H, C-H. Chango, c'est Chango. Non, pardon. T-C-H, Chango, c'est seulement S avec point au bas. Chango. Et Chango, c'est une divinité. Ah bon? Et oui, c'est la divinité de la force et du métal. Donc, à Kinshasa, quand nous avons, par exemple, parce qu'il y a une rivière là qui traverse Tchango, donc c'est toute une divinité. C'est toute une divinité dont vous n'avez aucun accès. Il existe un panthéon. Et maintenant, quand vous comprenez que vous allez poser la question sur les plans anthropologiques, mais pourquoi cette rivière s'appelle Tchango? Allons fouiller. Faisons des recherches. Qu'est-ce qui se passe? Tchango, c'est quelle divinité? C'est la divinité de la force et du feu. OK? Pourquoi peut-être étudions la vitesse d'écoulement de cette rivière. On découvre des vérités, on découvre des secrets par les études. Donc, il y a certains endroits, même à Kinshasa sur place, rivière Lukaya. Donc, il y a le quartier Lukaya aussi, enfin, une communauté Lukaya. Alors là, ça devient véritablement un problème. Comment les Africains peuvent faire pour se reconnecter à ces panthéons? Parce que là, nous voyons très bien que il n'est pas question du monothéisme, c'est une question du panthéon. Mais avant de répondre à la question, vous avez avoué très sincèrement devant les caméras que les Européens continuent et reconnaissent Zeus avec d'autres panthéons. Attends, mais si c'est étudié à l'école. Étudié à l'école. Ben oui, c'est étudié à l'école. Moi, je l'ai étudié à l'école. C'est étudié à l'école, c'est enseigné à l'école. C'est enseigné à l'école, les mythes. Les sacrés est enseigné à l'école. Le sacré. Ce qui est mythique et sacré. Quand on dit légende, c'est quoi la signification de légende? C'est quoi l'étymologie de légende? Quand vous avez une carte et que vous avez, ils sont dessinés des lignes, pour interpréter une carte de quoi? Vous avez besoin de quoi? Vous avez besoin de sa légende. C'est pas comme ça. La légende ne signifie pas ce qui n'est pas vrai. C'est une traduction erronée. La légende signifie ce dont vous avez besoin pour interpréter ce qui est devant vous. La légende permet d'interpréter le monde. Ce sont les lignes à travers lesquelles se dénoue l'histoire. La légende est importante, elle est essentielle. L'étude du passé est une étude des légendes qui permettent d'encadrer les forces, de les retrouver, de les approcher et de les apporter dans le monde moderne. Alors, dans ces conditions-là, visiblement, on a dit aux Africains que tous ces panthéons, tous ces génies des eaux, des fleuves, des montagnes, des volcans, tout ça, ce n'était que des principes diaboliques, c'était Satan en personne, et ça devient véritablement un problème pour convaincre les Africains à se reconnecter à toutes ces entités. Alors, y a-t-il... Il ne faut pas convaincre, c'est ça le problème. On n'est pas dans la religion fanatique où il faut faire des fidèles à travers la conversion. Non, ce n'est pas ça la question. La question, ce n'est pas celui de convertir. La connaissance ne peut pas être forcée à l'intérieur d'une personne. Chacun doit retrouver à la connaissance à l'intérieur de lui. Il s'agit ici d'une décision ferme, de rentrer, de retrouver sa propre identité. Et quand il retrouve, c'est comme quelqu'un vous quittez votre maison, vous arrivez au point G, vous avez perdu des mémoires. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes là, vous ne savez pas d'où vous êtes, vous ne savez pas où vous allez tourner, vous allez vivre, votre G va devenir votre demeure. Jusqu'au jour où vous allez vous retrouver la mémoire. Qu'est-ce que j'ai fait là? Depuis combien de temps je suis ici? C'est quel jour aujourd'hui?
Non, on est le 15 janvier 2025. Comment ça, 15 janvier? Moi, je suis parti de la maison en 2022. Vous avez été là pendant 3 ans. Ah, maintenant, à ces moments-là, vous vous souvenez, ah, j'ai une maison, j'ai un père, j'ai une mère, j'ai des oncles, j'ai des tantes, j'ai des enfants. Vous revenez. Et maintenant, vous avez un sens. Mais aussi longtemps que vous n'avez pas retrouvé la mémoire, tout ce qu'on vous dit n'a aucun sens. Tout ce qu'on vous dit, ce ne sont que des vents aux oreilles. Mais c'est ça le problème, effectivement. Comment retrouver cette mémoire? Recours à l'authenticité première. Les tranchanttiers, là. On ne révente pas là-haut. Êtes-vous, avez-vous la conscience de pouvoir faire quelque chose pour votre propre génération, pour vos propres enfants? Voulez-vous léguer un héritage de liberté et de conscience et d'identité à votre propre enfant? Le chantier a été laissé par le marché Mobutu de la recours à l'authenticité. C'est là que nous devons renouer nos manches, comme le disait lui-même, et travailler. Ne pensez-vous pas qu'il faille faire de la politique pour mobiliser toutes les énergies, mobiliser tout le monde? Parce que si Maréchal Mobutu a tenté d'imposer à sa manière la politique de recours à l'authenticité, on a vu, on a changé les noms, l'habillement, tout. Malheureusement, il a été trahi par un déficit d'évangélistes, de propagandistes de son message. Alors aujourd'hui, croyez-vous que tout comité que tu es, pouvoir réussir ces défis sans passer par la politique? C'est quoi la politique? La politique est un domaine qui n'est pas lié à l'histoire. Il n'est pas lié à l'anthropologie. En fait, les politiciens, ce ne sont que des technocrates, des bureaucrates. OK? Et le maréchal Mobutu, quand il a commencé, quand il a fait les recours d'authenticité, il ne les faisait pas en tant que politicien parce qu'il ne s'est jamais reconnu en tant que politicien. Il les faisait en tant que chef. Parce que le maréchal Mobutu nous avait plongé dans ce qu'on appelle la chefferie. Il y a la royauté, il y a la chefferie, il y a le système démocratique. La chefferie était un moyen milieu qu'il s'était inventé pour ne pas s'effrayer la colère de ceux qui étaient les maîtres du monde à cette époque, les Occidentaux, à savoir qu'on allait réintroduire une royauté. Parce que la royauté qui servait, auquel devait servir le Congo, c'était la royauté belge. Il ne fallait pas devenir une opposition. Donc, il s'est créé un moyen intermédiaire, ce qu'on appelle la chefferie. On te le disait en tant que chef, pas en tant que politicien. Et il n'y a aucunement besoin de la politique. Ce n'est pas ça le travail de la politique. Ce n'est pas ça les travaux, ce n'est pas ça le rôle de la politique. La politique a pour rôle de gérer les rapports du pays avec les étrangers. C'est ça la force de la politique. Elle se reverse vers l'étranger. À l'intérieur, c'est la chefferie qui gère. C'est le chef qui gère, la chefferie qui n'est pas un président. Le système gouvernemental s'occupe des rapports entre le président et le monde extérieur. Il existe un autre appareil, un système différent qui gère. Et la gestion du territoire est faite par ce qu'on appelle les lignées, les chefferies. Les chefs et les chefs parce qu'il est les chefs des chefs. Au niveau du gouvernement, nous avons les ministres et tous ces gens-là. Mais au niveau de la gestion interne, nous avons les chefs des chefs et des chefs. Il y a des systèmes, des lois intérieures, les lois naturelles, et les chefs et les garants de toutes ces lois-là. Le recours à l'authenticité était promis dans le cadre de la chefferie. Le système n'a pas très bien fonctionné parce qu'il était encore pas mature, mais elle a eu une déviation de nature politique. C'est ce qui a causé, de certains points de vue, l'effondrement. De la même manière, les mêmes fondements que Campavit avait connus. Les mêmes erreurs s'est répétées des fois parce qu'elle est sortie de son bassin pour rentrer dans la politique. Elle ne devait pas rentrer dans la politique. Elle n'a aucun besoin de la politique. La Renaissance arabe n'a jamais été politique. La Renaissance française n'a jamais été politique. Elle était académique. Mais c'est quoi l'académie? Les académies dans le monde occidental représentent l'enceinte, les protectorats culturels. Chez nous, le protectorat culturel n'est pas académique parce que le monde académique est une exportation, pardon, une importation.
Elle ne représente pas les protectorats culturels. Elle est un élément importé. Chez nous, le cadre culturel est représenté par les chefferies. Mesdames, Messieurs, nous sommes en train de finir cette émission et donc nous avons pu poser les questions que nous vous avions promises. Et donc maintenant, tout en étant en train d'évoluer vers la fin de l'émission, nous profitons de l'occasion pour poser à Masou Baba Kinkela quelques questions d'actualité. Ancêtre, nous sommes ici dans les Émirats arabes unis, mais quelque part, il y a une guerre ici en Orient, la guerre en Palestine. Alors, la puissance occidentale refuse d'affirmer sa défaite. Netanyahou est en train de bombarder avec la complicité des Américains. La guerre en Ukraine ne cesse pas de continuer. Et donc, nous sommes là en face d'une situation plus que compliquée. Et alors, maintenant, au regard de tout ce que moi je suis en train de voir ici dans les Émirats, la grande puissance que les Arabes tentent de développer ici, mais de l'autre côté, on est en face de la puissance occidentale, donc la puissance américaine. Quel est selon vous l'avenir de l'humanité? Est-ce que les Arabes, par exemple, auront-ils la facilité de confirmer et d'affirmer véritablement leur puissance ou la puissance de leur développement face aux Américains, ou ils finiront par se faire émietter parce que la puissance américaine à côté des Israéliens, ça signifie beaucoup de choses. C'est une puissance qui refuse carrément de reculer. Quel est l'avenir de ces relations entre l'Occident et l'Orient? L'Occident n'a jamais changé, l'Occident a toujours été, et moi je ne trouve rien d'excitant, rien d'excellent, rien de nouveau dans la situation de la Palestine. OK? Et rappelons, nous avons vu ça avec Kadhafi. OK? Nous avons vu ça avec Saddam Hussein. OK? Et nous avons vu ça avec parlons des situations où l'Occident intervient de manière rapide. Et les bombardements à l'artillerie présente des côtes africaines durant la période de l'esclavage. OK? Et nous allons parler de la guerre du Vietnam. Nous allons parler des bombardements du Japon. Les Européens font toujours ça. C'est leur nature. OK? Ils dominent par la force et la violence. Ça, c'est leur nature. Les serpents morts, les Européens détruisent. C'est sa nature. L'Occidentaux, de la même manière que les serpents doivent mordre, l'Occidentaux doit détruire. Et c'est sa nature. Mais il menace de détruire cette belle civilisation arabe que nous apprécions ici. C'est ça leur nature. Et aujourd'hui, les peuples se sont développés. Les gens se sont développés. Il y a des contre-pouvoirs qu'il n'y avait pas avant. La Chine constitue un contre-pouvoir. Et la Chine représente un grand contre-pouvoir. Et l'Europe, tout simplement, n'est plus une puissance militaire. Elle s'est endettée jusqu'à la gouffre. Et nous avons toujours vu les Européens emprunter de l'argent. Nous avons vu les Africains détourner. Le détournement d'argent existe aussi en Europe. L'Europe, elle est complètement, financièrement, elle est au chaos. Elle est chaos, l'Europe. Il n'a pas de... Pour faire une guerre, il faut être un multimilliardaire. Et l'Europe n'a pas tout simplement les moyens de se faire une guerre. Et ce que nous allons pouvoir assister, c'est la destruction de l'Europe. Ce qui leur reste, ce sont leurs armes nucléaires. La destruction de l'Europe. De l'Occident. Tout ce qui leur reste aujourd'hui sont les armes nucléaires qu'ils vont devoir utiliser. Parce qu'ils vont utiliser cela, la guerre nucléaire va arriver, ils vont utiliser cela, et puis après, bien, l'Europe reviendra comme c'est que l'Égypte est devenue après la défaite de l'Égypte, bien c'est que l'Afrique est devenue après la défaite de l'Afrique. Il y aura d'autres puissances qui vont émerger. Et l'Afrique, l'Occident ne sera plus le premier. Donc peut-être il va se battre avec l'Afrique pour voir qui aura la main dessus sur l'autre.
Mais pour ce qui est de l'Europe, non, absolument pas. Il est arrivé à la fin. Mais cette fin-là ne va pas être automatique. Il y a une guerre nucléaire qui doit d'abord arriver afin que l'Europe soit complètement déchue. Il va être déchu. Vous tirez ces affirmations d'où? Vous êtes sûr que la guerre nucléaire aura bel et bien lieu? Absolument. Pour quel motif? Il faut regarder le cycle historique. Il faut regarder le cycle historique. Ça revient toujours. Ce n'est pas la première fois. Ce n'est pas la première fois, ce n'est pas la dernière fois. Les armes nucléaires vont être utilisées parce que la Terre doit se débarrasser des armes nucléaires. Et la seule manière, puisqu'il existe, de se débarrasser, c'est de les détruire. Et la seule manière de les détruire, c'est-à-dire de les utiliser. Et ils vont être utilisés. Il n'y a pas d'autre alternative. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de notre émission. Ça a toujours été comme ça. L'émission devient de plus en plus délicieuse et c'est justement à la fin. Ancêtre, nous voici vraiment à la fin de notre émission. Et la dernière note était vraiment cette prophétie sur la conclusion de ces systèmes de choses imposés par l'Occident. Il va sans dire que la guerre nucléaire aura bel et bien lieu. Wait and see. Juste le dernier mot pour cette émission. Ce n'est pas une prophétie, c'est un calcul. C'est un calcul. Un coup de Donc, il y a une différence entre une prophétie et un calcul. Juste un dernier mot, ancêtre. Vous vous adressez à vos compatriotes africains. Aujourd'hui, une grande opportunité s'offre à l'Afrique. Les grandes puissances vont s'effondrer, vont se coucher. La famine va frapper le monde entier. Et les nouvelles puissances vont se créer. Les nouveaux accords vont se créer. Êtes-vous prêts à ces grands recommencements? C'est la question qu'il faut se poser. Êtes-vous prêts à marcher dans l'ensemble? Mais encore là, il y a signalé quelque chose sans authenticité, sans une identité reconnue. Cette possibilité s'élève à complètement zéro. En rouge à célèbre. Voilà, nous sommes à la fin de l'émission. Les mots n'étaient pas les miens, j'avais plutôt les questions cette fois-ci. Et donc, vous avez clairement compris, sans authenticité, il n'y a pas d'issue pour les Africains. On s'est limité à ce niveau. On prend rendez-vous avec vous dans le prochain numéro. D'ici là, portez-vous bien et que la paix des ancêtres soit avec vous.